Défendre les valeurs de l'olympisme, c'est aussi œuvrer pour plus d'équilibre, plus de multilatéralisme, pour une société plus inclusive. Allez, on y va. Allez, monsieur, on part. Depuis plus d'1 an, l'Île-de-France est vidée de ses populations les plus précaires. Non, you go back, you go after. Sans domicile fixe, réfugiés, étudiants. Quelles sont par exemple les perspectives de relogement pour les 7000 personnes sans domicile fixe qui sont actuellement à la rue dans notre région? Donc, Madame la Ministre, moi je vous pose une question simple. Quel sera l'héritage social de ces Jeux Olympiques et Paralympiques? Sur l'hébergement d'urgence, je veux redire que ça n'a pas de lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Salam, khobasti. Man khobastam, tachakol, tachakol. On n'avait pas prévu de se mobiliser sur les Jeux Olympiques. Nous, notre taf, notre spécialité, c'est la grande précarité. Les squats, les campements, les bidonvilles, l'exil, l'accès aux droits, l'accès aux soins. Il faut toujours montrer ton recours, ok? Début 2023, on vivait un moment très dur pour toutes les assos et les collectifs concernés par ces problématiques. L'État venait d'annoncer en mars un nouveau système pour en gros vider la région Île-de-France de toutes ses populations les plus précaires, des centres de tri, loin de Paris, loin de la ville olympique, et des bus qui partaient des lieux de vie informels qui étaient expulsés pour envoyer les gens ailleurs et les trier. À la sortie de ces sas, on apprend que globalement, 40% des gens sont pris en charge, les autres, soit ils se retrouvent à la rue, soit au bout d'un moment, ils sont carrément expulsés du pays. Et ensuite, à l'été 2023, une loi anti-squat qui vient permettre et faciliter toutes ces expulsions et qui est suivie quelques mois après d'une loi immigration qui vient encore plus criminaliser les personnes étrangères. Plus haut, plus haut. Allez. Un des plus gros déclics qu'on a eu sur le terrain, c'est l'expulsion des squats les plus majeurs de la région Île-de-France. Celui d'Unibéton, collé au village olympique, celui de Vitry-sur-Seine, 100 jours avant le début des JO. L'expulsion d'un lieu où il y a 400-500 personnes qui vivent là, des gens qui doivent monter dans des bus et quitter la région vers des lieux inconnus. C'est en étant témoin de ça qu'on a eu une vraie prise de conscience que les JO amenaient avec eux quelque chose de destructeur. Et puis, en faisant quelques recherches sur Internet, on est tombé sur ce chiffre complètement dingue. Entre 1980 et 2007, 2,5 millions de personnes déplacées en 7 éditions des Jeux Olympiques. Donc là, on s'est pris une réalité brutale sur la tête, celle du nettoyage social. Mais pas question de se laisser faire. On a compris qu'il nous restait 1 an et que le combat commençait maintenant. Alors, on a décidé d'unir nos forces et de créer un collectif. Le revers de la médaille était né. Il y avait le ministère des Sports cette semaine aussi. Ouais, on les a vus. Donc il y avait le directeur de cabinet de la ministre, puis son conseiller en charge de la question des Jeux Olympiques. Bon, c'est bien parce qu'il y avait quand même le numéro 2 de la ministre. Ils étaient comptés le jour même, donc c'était des MNA. Ouais. Mon rôle, c'était d'être coordinateur du collectif Le Revers de la Médaille. Nous avons démarré avec 70 associations impliquées pour finir à plus de 100. Elles se sont toutes cotisées pour constituer un budget de campagne, ce qui a permis de faire travailler moi-même et puis Mélodie pratiquement à plein temps sur 1 an pour faire fonctionner notre plaidoyer. Ce qui a bien fonctionné pour nous, c'était qu'elles se sont toutes mises d'accord pour agir ensemble au nom du collectif Le Revers de la Médaille, ce qui pouvait permettre de faire bouclier vis-à-vis des autorités pour les actions les plus audacieuses. Et parce qu'on se ferait voir par la sécurité, on va traverser la place de l'Étoile. Donc là, il faut bien rester groupé, c'est important, personne ne part à droite, à gauche. Maintenant, à faire le brief juridique. Aurélia. Moi, je monte pas là-dessus. Hein. Non. C'est rapide, hein, c'est comme les dernières fois. Il n'y a pas de dégradation, donc a priori, il n'y a pas de danger, il n'y aura pas d'arrestation. Ce qui a été fort, c'est qu'on a eu une alliance très large. Il y a plein d'associations différentes qui se sont engagées dans le collectif, qui accompagnent tout type de public, principalement les personnes vivant à la rue, dans des habitats précaires. Forcément, plein d'assauts, donc certaines avaient des désaccords de fond. Je pense aux associations qui accompagnent les travailleuses du sexe et d'autres associations qui accompagnent les femmes en situation de prostitution victimes de traite. Elles n'utilisent pas la même terminologie, elles portent des plaidoyers différents. Ça a été le cas aussi pour d'autres assos, mais ce qui a été incroyable, c'est qu'elles ont réussi à mettre tous ces désaccords de côté et ensemble à trouver et porter un objectif commun. Ça va.
Et les alliances ne sont même pas arrêtées là. On a réussi à converger avec le No Olympic Movement, alors que nous, notre positionnement n'était pas anti-JO, avec des organisations altermondialistes, anticapitalistes, même avec des syndicats. C'est bon, vous êtes prêts? Maëlys, vous êtes prêts? Vas-y, vers le bas. Tenez vers le bas. Rapprochez-vous de la banderole. Venez, 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 venez. Et on s'est tous retrouvés autour de la contre-cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qu'on a même organisée ensemble. Pantin Solidaire est une association qui est faite d'habitants et de citoyens de la ville de Pantin. On s'est organisé en association parce qu'on voyait s'installer des campements sous nos fenêtres régulièrement et on a voulu venir en aide auprès des exilés qui s'installaient là. Ah ben voilà. Framboise. Ouais. Abricot. Ouais. Et avec le collectif, ce qui est bien, c'est qu'on a pu se retrouver aux côtés d'associations comme Action contre la faim, Médecins du Monde, le Secours catholique. Et on était là autour de la table avec la même voix, la même capacité à construire du plaidoyer. Et donc ça, c'était vraiment important, je dirais, démocratiquement quand même pour la vie du collectif. Mais le collectif, c'était pas que ça, c'était aussi des moments fort tard le soir à préparer nos actions en découpant du carton, en faisant de la peinture, avec des bouts de ficelle. Et vraiment, c'était aussi ça le collectif, c'était aussi de lutter ensemble et dans la joie. Bon, on lance le briefing. Attends, il y a des gens devant encore ou pas? Bienvenue dans la 5e opération du revers de la médaille. Cette fois, c'est notre opération Goliath. Pourquoi Goliath? Parce que notre collectif, là, nos assos avec nos petits bras, on est un peu comme David avec sa fronde contre la machine olympique, l'État français. Le collectif a agi pendant 1 an. 1 an, c'est peu pour lutter contre la machine olympique. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous unir le plus tôt possible. Et c'est vraiment dès le début, dès la candidature, qu'il faut se mobiliser. Camion, on est prêt. Ok. Attendez 2 secondes qu'on réunisse tout le monde. Tout le monde est OK sur ce qu'il doit faire. Mettez-vous là, mettez-vous en face. Il faut la banderole en face, les anneaux derrière la banderole. Et 3 torches à gauche, 3 torches à droite. Attention, ouais, vous ne brûlez pas. Et quand je dis Darmanin, vous dites à demain. Ça marche? Notre force, c'est d'avoir organisé 10 actions d'irruption dans l'espace public, avec toujours de nouvelles modalités, de nouvelles cibles, puis des messages hyper forts pour attirer la presse. Magnifique. C'est donc une lettre adressée à Monsieur Darmanin. Voilà, c'est le seul ministère qui nous a pas encore rencontrés, ni même répondu. Ça fait des mois qu'on joue le jeu, qu'on l'interpelle dans les règles, qu'on fait des courriers, qu'on fait des lettres, qu'on parle par voie de presse. Il ne daigne nous répondre. Les autres ministères nous disent même qu'ils sont pas sûrs de nous obtenir un rendez-vous là-bas. Et les clés de l'exclusion, c'est eux qui les tiennent, donc. On a un beau courrier pour lui. Et on faisait pas des actions pour faire des actions. C'était au début pour faire connaître le collectif des organisateurs des Jeux. Bam, on est allé projeter le revers de la médaille au laser sur le siège de Paris 2024. Ensuite, on voulait interpeller le ministre de l'Intérieur, c'est quand même le principal responsable du nettoyage social. Il y a la boîte aux lettres, il n'y a pas de problème. À voter. À voter. Pardon. Il y avait quoi dans ce courrier, justement? C'est un courrier qui réitérait une demande de rendez-vous au ministre de l'Intérieur. C'est bon, vous avez posté? Il y a une boîte aux lettres? Non, on l'a glissé. Tu l'as glissé dedans? C'est incroyable. Ok, génial. Vous êtes des cracks absolus. On y va, messieurs, dames, avant d'avoir des soucis. La police est venue quelques minutes après que vous soyez partis et ils ont pris l'enveloppe. C'est bon ça, c'est bon. On leur poste un truc et ils sont venus le prendre. Opération Goliath réussie. Et à la fin, notre dernière action, on chiffrait le nombre d'expulsions avec des chercheuses et un observatoire interassociatif pour attirer l'attention sur ces chiffres-là. Boum, la Tour Eiffel. JO, 20 000 expulsés, 260. On a carrément projeté JO 20 000 expulsés sur la Tour Eiffel, le triste bilan de Paris 2024. C'était des actions minutieusement préparées, avec un collectif de militantes et de militants très très organisés. On est là, même si les JO nettoient, vous chantez-le. Pour les lieux de vie informels et les personnes à la rue, même si les JO
Et ça nous a permis, pendant 1 an, de faire apparition devant des lieux de pouvoir et des lieux touristiques qui sont des symboles dans le monde entier. Allez, hop. Bon. Aujourd'hui. Voilà, ça a bien marché, non? Ouais. Tout le monde est là? Ouais. On se réunit. Vas-y, on y va. Parce que ça va. Ouais. Let's go. Je suis assistante sociale. Ça fait des années que je vois la situation des gens se dégrader, mais alors là, avec les Jeux Olympiques, c'était encore pire. On a créé une action, on a imaginé 4 groupes répartis dans Paris pour mettre des pancartes autour des statues. On a fait parler les statues. Et les 4 groupes ont convergé vers le Jardin du Luxembourg, devant le Sénat, lieu symbolique où on n'arrivait pas à avoir de rendez-vous. Et on a inventé une épreuve des Jeux Olympiques, un lancer de bouée, sur lesquels on avait écrit les mots des Jeux Olympiques. Les mots MAUX. Campement, nettoyage social, bidonville. C'était hyper fort. Et l'Action République était complètement folle. C'était là où devait arriver la flamme olympique à la fin du Tour de France. Donc le collectif avait loué un appartement 24 heures avant pour pouvoir déployer une énorme banderole de 10 mètres de long au moment de l'arrivée de la flamme. Sauf que la banderole n'est jamais arrivée, donc 2 heures avant, branle-bas de combat, on passe des coups de fil, on essaye de trouver une solution, on se dit qu'on va créer nous-mêmes une banderole, et donc là, des personnes vont acheter du matériel. Une fois qu'ils arrivent, il faut que nous, on descende, qu'on passe les contrôles de police, qu'on récupère le matériel, qu'on revienne, qu'on peigne la banderole, qu'on l'accroche, etc. Miracle, on est prêt à temps. La flamme arrive et sur scène, il y a la ministre des Sports, Tony Estanguet, la présentatrice télé, la place est blindée de monde. Le handballeur va pour allumer le chaudron, on déploie notre énorme banderole, on craque les fumées. Du coup, tout le monde sur la place se retourne, nous filme, nous acclame, nous applaudit. Ces jeux, c'est pour nous. Sur scène, c'est la panique, on voit la présentatrice télé faire des gros signes, ne les filmez pas, lancer d'autres choses parce que du coup c'est un peu panique sur le plateau télé. Nous, grosse scène de liesse. Voilà, c'est fait. Action, place de la République. Pendant la flamme, on l'a fait. Ah, vous êtes magnifiques. Qui rapidement quand même se termine parce qu'on voit les policiers arriver en civil dans le bâtiment, qui tapent à la porte. Donc nous, on est un peu interdits. Et là, il y a cette scène un peu lunaire où on entend la musique qui commence dehors, les policiers qui tapent à la porte. Nous, on reste silencieux, mais on danse sur la musique. Au bout d'un moment, quand même, les policiers s'en vont avec l'aide de l'avocat du collectif. On attend un peu que les choses retombent. On sort par petits groupes et là, 0 interpellation, mission réussie. Demain matin, vous pouvez venir. Le médecin, il pourra voir les enfants, ok? Je vous enregistre l'adresse, ok? Regardez, c'est ici, 15 boulevard de Picpus. La Maison des Métallos, c'est un lieu culturel qui anime la vie parisienne et depuis 3 mois, il est occupé par des mineurs en recours. Et en fait, le 20 juillet, ça doit devenir la Maison du Japon, ici. Donc pour les Jeux, il y a la ville de Tokyo qui a loué ce bâtiment. Derrière ces grilles, il y a des gens extrêmement vulnérables. On parle de mineurs et ils sont des résistants au nettoyage social et à la machine olympique. On est sur le nettoyage social, on est place de l'hôtel de ville avec des femmes, des bébés, des enfants qui n'ont pas de prise en charge. Et ce matin, orientation en région, comme par hasard. Donc le nettoyage social pour la préparation des JO continue. Et là, on peut vraiment parler de nettoyage social. Nous, ce qu'on a fait émerger, c'est le terme de nettoyage social qui vient d'autres pays qui ont subi les Jeux Olympiques. C'est ce qu'on est en train de voir avec les campements et avec les squats partout en Ile-de-France. C'est à l'approche des JO, ils font le ménage. On est déjà à quasiment 1400, 1500 personnes en 1 an qui ont été dégagées de l'Île-de-France et envoyées dans d'autres régions. Ça fait 1 an qu'elles subissent ce qu'on dénonce, c'est un nettoyage social. En fait, on va arriver à un moment où il y aura eu tellement de nettoyage social, il y a tellement de gens qui auront été dégagés de l'Île-de-France qu'en fait, pendant l'été, les autorités pourront dire « Regardez, il n'y a plus rien à voir, il y a un grand nettoyage social qui est en cours ».
Et on arrive. Un terme qui a été ensuite une arme de plaidoyer hyper importante, c'est le nettoyage social. Il a eu un grand retentissement dans les médias, il a été repris. C'est un terme fort et impactant, nettoyage social, et donc on est allé le marteler dans toutes nos interventions pour en faire une référence que les gens pouvaient reprendre et se réapproprier. Au-delà de ça, on n'a pas été dans une logique d'opposition aux JO. À un an des Jeux Olympiques, on savait qu'on n'allait pas les faire annuler. Donc on a plutôt décidé de prendre au mot les organisateurs sur leurs promesses et de leur faire des recommandations sur l'inclusivité des Jeux et l'héritage social. Qu'est-ce que vous proposez ? Nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir 20 000 places d'hébergement d'urgence sur toute la France, dont 7 000 en Ile-de-France. On veut aussi qu'il y ait un lieu de premier accueil. En fait, tous les pays du monde, ils ont un lieu de premier accueil pour les étrangers qui arrivent sur le territoire. Nous, on n'en a pas, et donc ça crée des campements et ça crée des démantèlements. Et puis on voulait un mécanisme de prise en charge pour les plus précaires. Nous aussi, on a envie que tout le monde profite de la fête et qu'il n'y ait personne dehors. Mais c'est pas en cachant les gens et en les expulsant, c'est en les prenant en charge avec des conditions dignes, pérennes et inconditionnelles. Grâce à toutes les associations qui sont présentes tous les jours sur le terrain et notamment grâce à l'Observatoire des expulsions en France, on a pu chiffrer concrètement ce nettoyage social. C'est 12 500 personnes qui ont été expulsées et déplacées avant les Jeux et 20 000 au total. Ces chiffres, ils sont hyper importants pour la presse et pour les observateurs internationaux qui scrutent les Jeux. Tout le monde a pu avoir accès à ces chiffres, que ce soit les chercheurs, le défenseur des droits, l'ONU, l'Union européenne, et les utiliser pour interpeller les acteurs politiques et les organisateurs des Jeux. Pour essayer de mobiliser la population à ce sujet, on en est là, il faut aller chercher les Parisiens, les Franciliens, un par un. En même temps, nous avons réussi l'héritage social des JO, avec plus de 200 grands marginaux qui étaient à la rue aux abords des sites d'épreuves, qui ont désormais de manière pérenne un toit. Les autres 20 000 expulsés, ça leur a permis de mettre ça sous le tapis en disant voyez, regardez, on a mis à l'abri 250 personnes. Évidemment, le calcul est assez mauvais. Ça permet aussi de faire un peu le tri, si je puis me permettre. L'État fait-il le ménage avant les Jeux Olympiques ? Les associations parlent d'un nettoyage social. Nettoyage social. Bonjour à vous, vous êtes avec nous dans un instant. Audrey Goutard aussi nous a rejoint, notre spécialiste des questions. Of hundreds of mostly African migrants sleeping on the streets of Paris were rounded up by... Là, on assiste 10 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques, l'évacuation et la mise à l'abri des derniers campements parisiens. On est là sous le pont de Flandre. J'ai l'impression que mes collègues de terrain ne se rendaient pas compte à quel point ce qu'ils faisaient au quotidien était intéressant et engageant pour les gens. Donc on a commencé à se filmer et à mettre sur les réseaux sociaux. On organise des maraudes au bois de Vincennes, on fait des femmes nigériennes en situation de prostitution dont la plupart sont victimes de traite. Elles ont fait l'objet d'un harcèlement policier assez brutal quelques mois avant les JO. Il y avait toujours très peu de camionnettes dû à l'arrêté anti-camionnette qui a été pris au moment des JO, ce qui contraint les filles à travailler dans des conditions très dangereuses et compliquées. Et je vous laisse voir aussi les images de l'expulsion du lieu. On voit la police rentrer avec arme au poing. Il y a une personne qui a été arrêtée. Il y a eu des violences à l'intérieur du bâtiment. Et très rapidement, on a engagé des milliers de personnes qui nous suivaient en direct sur les évacuations et pouvaient réagir en temps réel. D'habitude, on n'était qu'une poignée de militants aux côtés des exilés et face à la police. Et cette fois-ci, on amenait toute une communauté avec nous. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que c'était hyper important d'avoir une bonne stratégie de com, parce que l'image, la communication, la présence sur les réseaux sociaux, c'est primordial pour l'impact. Vu la violence du nettoyage social, pour nous, c'était primordial d'être aux côtés des communautés qui étaient directement impactées. Alors être à leur côté, c'est être vraiment là. Ça fait des années qu'on intervient et quand un lieu de vie informel est menacé d'expulsion, il faut s'organiser politiquement avec les gens. Juste expliquer, dire on est les habitants du rue Gambetta, on est accompagnés par les gens qui nous soutiennent, les associations, les habitants de Montreuil. Et on voudrait juste un rendez-vous avec le maire pour parler de notre situation. Ok. À qui on peut s'adresser? Non, bon, là, le squat est déjà là, 31 rue Gambetta. Une fois, il y a un truc, vous pouvez nous envoyer des courriers et puis bon, nous sommes là. Ok. Voilà. Donc moi-même, je m'engage à écrire sur cette adresse-là. Ok. Une fois le contact réétabli avec le cabinet. Ok. Pour vous dire en gros ce qu'il en est. Ok. J'aurais écrit du coup à l'adresse collective, c'est ça? Ouais. Et si ça vous dérange pas de mettre l'adresse du Médecins du Monde en copie, elle est ici. Comme ça, nous, ça fait 2 ans et 3 mois qu'on intervient auprès des habitants. On les a suivis sur plusieurs bâtiments. Et donc on fait l'accès aux soins. On a fait intervenir nos collègues du barreau de Paris qui sont venus avec des avocats du 93 et du 75 pour faire du droit au logement. Donc le but, c'est aussi de faire sortir les personnes de
la dynamique de squat. Et là, on rencontre les autorités, on alerte la presse, on fait des manifs avec eux, et puis on est là jusqu'au bout, quoi. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une évacuation, le jour de l'évac, on est là, on est en solidarité avec les personnes au moment où ils se font foutre dehors et où ils perdent leur chez eux. Tu veux que je prenne ta tente ou ça va? Tranquille? C'est quoi ton prénom? Comment? Yazani. Moi, c'est Paul. Et puis, il fallait absolument faire en sorte de faire entendre la voix des premiers concernés, tous ces invisibles-là qu'on veut cacher sous le tapis pendant les Jeux. Et ben, il fallait que ce soit eux qui puissent s'exprimer les premiers. Et Dave était à la rue au moment des Jeux Olympiques. Il a vécu lui-même le harcèlement policier et l'éloignement. Dave, you lived the experience of displacement and police harassment and violence during the Olympics. Can you explain to us what happened? When they moved the food bank line from, you moved it at least 5 miles from where it was to way far away for people. Okay. And people can't even get the bus, can't afford the bus to go there, so they maybe get a ticket for not having bus fare. On a fait un peu de media training, on les a mis en lien avec la presse du monde entier. Et on a obtenu des choses hyper fortes. Une d'un journal national, Libération, Les Indésirables, avec une femme travailleuse du sexe du Bois de Boulogne et 2 habitants du squat Le Bathyscaphe. On a eu des mamans d'un collectif à Montreuil qui ont répondu à France Inter et dont le reportage a été diffusé en matinale. C'est 2,5 millions de personnes en France qui ont entendu leur voix. La rue, c'est pas facile. Il y a des bandits. La dernière fois, on a dormi à Montreuil, comment on appelle, mairie de Montreuil, là. Ils ont arraché mon sac. Voilà les cicatrices là, ici. Mais ici, là, c'est le couteau qui m'a blessé ici. Nous tous, on dormait dehors. Nous-mêmes, on s'est fait pitié nous-mêmes. Quand tu te rêves comme ça, tu te regardes, tu dis c'est moi, je suis là comme ça. C'est pas du tout facile. Ils vont nous mettre dehors. Si on réfléchit, c'est qu'on a vécu avant. On va aller vécu la même chose. En tout cas, ça ne nous arrange pas. Même si l'hiver est fini, on n'est pas dehors, c'est pas un coin pour vivre. Et puis surtout, on a eu les jeunes du parc de Belleville, hyper mobilisés. Ils représentent des mineurs non accompagnés qui se font balancer par les autorités d'un lieu à un autre et ils ont occupé la maison des métallos qui allait être occupée pendant les JO. Quand ils ont fait ça, on leur a balancé des médias de toute la planète et c'était hyper digne, c'était hyper fort, c'est eux qui ont porté le message. On risque notre vie pour venir avoir la vie meilleure en France. Mais tel n'est pas le cas. Une fois en France, les gens nous considèrent comme des bandits. Nous ne sommes pas des bandits. On a quitté chez nous pour venir ici, pour avoir une vie meilleure. Solidarité avec les jeunes mineurs isolés. L'arrivée du JO, parce que c'est à cause de ça, ils veulent nous délocaliser du Paris. Nous, les jeunes, on ne veut pas accepter. On veut vivre à Paris, rester à Paris. Et évidemment qu'on n'a rien contre le sport et ses valeurs, mais en fait, quand on s'intéresse aux Jeux Olympiques modernes, c'est du nettoyage social, des atteintes aux libertés publiques, un énorme impact environnemental. On se rend compte en les étudiant que c'est une grosse machine capitaliste qui broie tout sur son passage. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut sombrer dans la fatalité. On peut s'organiser, on peut jouer collectif pour faire ralentir la machine. C'est le baron de Pierre de Coubertin qui criait partout l'important c'est de participer. Et être en solidarité, être en collectif, résister, c'était un peu nos Olympiades à nous.